C'est la plus grande attaque menée par Israël contre l'Iran. Israël qui a mené des dizaines de frappes sur des installations nucléaires et des sites militaires à travers le pays. 200 avions de combat sont mobilisés. Israël parle de frappes défensives alors qu'elle soupçonne l'Iran de vouloir se doter de l'arme atomique. On écoute l'armée israélienne sur les cibles cette nuit. Cela fait 1 an et demi que nous faisons face au relais de l'Iran. Mais cette fois, c'est directement la tête du serpent que nous ciblons. Pour en parler, on est en plateau avec le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour à vous. Avec Clémence Dibou, grand reporter pour BFM TV, avec Louis Osalter, journaliste politique. Bonjour à vous. Et Manas Chirali, sociologue et politiste spécialiste de l'Iran. D'abord, un mot, général Jérôme Pellistrandi. Ce qui se passe là, 200 avions de combat mobilisés, des dizaines de cibles en Iran ces dernières heures. C'est une attaque massive. Oui, c'est la troisième fois qu'Israël frappe directement le territoire iranien. Mais là, oui, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, avec des cibles extrêmement précises liées au programme nucléaire militaire. 3 types de cibles: les installations nucléaires permettant la fabrication d'armes atomiques, des cibles militaires autour justement de ces armes atomiques, et puis l'élimination de dirigeants, soit dirigeants militaires, soit des scientifiques de haut niveau participant au programme nucléaire. Donc une frappe massive et qui va très certainement retarder très longtemps le programme nucléaire militaire iranien. On va tout de suite aller retrouver Stéphane Amar, notre correspondant à Jérusalem. Bonjour Stéphane. La riposte est déjà en train de s'organiser. Les forces israéliennes tentent d'intercepter une centaine de drones lancés par l'Iran. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Israël? Quelles sont les consignes pour faire face à une éventuelle riposte? Il y a seulement quelques minutes, l'armée a diffusé un message à toute la population en disant que, il n'était plus nécessaire de rester à proximité d'un abri, comme ça avait été dit depuis cette nuit, car tous les drones iraniens, c'est-à-dire la centaine de drones iraniens, auraient été interceptés en l'air, c'est-à-dire par des avions de chasse israéliens. Et ce qu'on apprend aussi ce matin, c'est le degré d'infiltration des Israéliens en Iran, car cette opération qui a été préparée depuis de très longues années, peut-être même depuis une quinzaine d'années, depuis le début de l'annonce du programme nucléaire iranien, a fait que des agents du Mossad étaient massivement présents sur le territoire, et qu'en plus des frappes auxquelles on assiste, il y a eu des sabotages de systèmes de radar, des sabotages de forces armées iraniennes sur le sol même iranien, au sol, en parallèle à cette intervention aérienne. Merci beaucoup Stéphane. Intéressant ce que dit Stéphane Amar, Clémence Dibou, sur l'infiltration d'Israéliens en Iran. Le renseignement israélien est très bon en Iran. Il y a beaucoup d'infiltrations. Il y a des services spéciaux qui sont montés pour ça, avec le farsi, la langue iranienne. Par exemple, c'est très intéressant, le département de Tsahal, de l'armée israélienne, a une grande partie de communication en farsi pour s'adresser directement à la population iranienne. En fait, les renseignements israéliens, ils essayent de jouer aussi sur la révolte qu'il y a dans le pays en Iran, pour essayer d'avoir la rue avec eux et de pouvoir jouer ainsi et avoir des renseignements. Mais attention, la réciproque aussi est vraie. En ce moment, le pays, en Israël, a été assez ébranlé de plusieurs affaires d'espionnage d'Israéliens pour l'Iran. Il y a des procès qui sont en cours, et c'est très nouveau pour les Israéliens. Mais donc, il y a aussi l'Iran qui essaye d'infiltrer Israël, parce que le nerf de la guerre, c'est le renseignement, pour avoir des frappes aussi précises que ce qu'on vient de voir. Manas Chirali, sociologue, politiste, spécialiste de l'Iran, est avec nous. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette frappe d'ampleur maintenant? Ça fait très très longtemps, à vrai dire. Depuis le 7 octobre, on savait que les Israéliens prennent la République islamique pour responsable des événements, parce qu'ils savaient très bien, ils savaient pertinemment que le Hamas n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait sans avoir le soutien d'un autre pays. Alors, dès le 7 octobre, on savait que la fin de la République islamique, ou le sort de la République islamique, est joué. Ça fait des mois maintenant que les Israéliens se préparent, ça fait des mois que les Américains amènent leurs bombardiers dans la région, donc c'est quelque chose de tout à fait attendu. En revanche, ce qui n'était pas
ce qui est étonnant à mes yeux, ce qui est vraiment frappant à mes yeux, c'est la déconnexion des dirigeants de la République islamique de la réalité. Pas plus tard qu'hier soir, dans leur salle de Clubhouse, les responsables politiques iraniens disaient « Il est impossible qu'Israël ose frapper l'Iran. Il est impossible. » À 2 heures du matin, j'étais dans leur salle, j'étais en train de les écouter, et là, je me réveille, je vois que la frappe a eu lieu. Cette déconnexion des dirigeants iraniens, de la réalité de la situation, de la réalité de la région est étonnante. Comment on explique cette déconnexion qui n'est absolument pas vue venir ou qui n'est pas pu croire qu'Israël mène cette attaque ? Pour moi, c'est historique. Quand je vois l'histoire du clergé chiite, avec ce qu'ils ont fait dans l'histoire avec les Iraniens, la guerre qu'ils ont provoquée avec les Afghans après la chute des Safavides au XVIIe siècle, ensuite les guerres qu'ils ont provoquées avec la Russie au XVIIIe siècle, le clergé chiite, qui est vraiment mon sujet de prédilection sur lequel je travaille, et c'est un livre que je vais sortir en septembre, le clergé chiite est toujours incapable de voir à long terme les conséquences de ses actes et de ses politiques. Cet aveuglement, on le voit aujourd'hui, ils ne savaient même pas, quelques heures avant les frappes, qu'ils vont être frappés. Cet aveuglement est historique dans l'Iran. Et quelque chose d'intéressant, vous faites le lien, quand je vous demande pourquoi maintenant, pourquoi cette frappe maintenant, vous faites le lien avec le 7 octobre et les liens entre le Hamas et l'Iran, plus qu'avec cette menace du nucléaire en Iran. Parce que la réponse, pourtant, la raison officielle donnée par Israël, c'est que l'Iran s'approche du point de non-retour pour son programme nucléaire. Vous vous dites non, c'est plutôt à cause des liens avec le Hamas ? C'est tout à fait lié, c'est complètement lié, parce que tant qu'ils n'ont pas de bombes nucléaires, de bombes atomiques, ils ont fait ce qu'ils ont fait le 7 octobre, et imaginons le jour où la République islamique se dote de la bombe atomique, c'est la fin d'Israël. Israël sait pertinemment que c'est sa survie qui est en question. C'est sa survie qui est en question. C'est tout à fait lié à ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre a montré à quel point la République islamique est dangereuse, à quel point elle est capable de réaliser ses promesses. Ça fait 47 ans que la République islamique promet la mort, la disparition d'Israël. Le 7 octobre, on a vu un épisode de ce qu'il est capable de faire. Et si jamais la République islamique obtient la bombe atomique, supposons qu'elle ne l'a pas encore aujourd'hui, moi j'espère, mais supposons qu'elle ne l'a pas, alors donc le jour où ce régime se dote de la bombe atomique, c'est la fin d'Israël. Merci Manas Chirali. Vous restez avec nous évidemment. Clémence Dibou, vous souhaitiez réagir? Pourquoi maintenant? En fait, on peut-être rembobiner à il y a 60 jours. Le 12 avril, les pourparlers s'ouvrent avec l'Iran. Et là, Donald Trump a expliqué qu'il donnait 60 jours à l'Iran pour régler cette question sur l'enrichissement du nucléaire iranien. 12 avril plus 60 jours, ça fait le 12 juin. On est donc le 13 juin. Ça peut aussi être une grille de lecture que Donald Trump n'a pas donné le feu vert, mais a été mis au courant du projet d'Israël. D'ailleurs, il en parle hier en disant, il a quasiment éventé l'attaque, en disant sans doute qu'il va se passer quelque chose entre Israël et l'Iran. Il a demandé à Israël d'ailleurs de ne pas le faire, mais effectivement, ça correspond à l'expiration de son propre délai. Et Netanyahou a quelque part coupé l'herbe sous le pied de Trump en intervenant, là où Trump voulait laisser sa chance à des négociations prévues sous l'égide du sultanat d'Oman. Encore ce week-end, il y a un cycle qui devait se tenir sur le nucléaire iranien. Mais Israël a estimé, et visiblement dispose d'informations pour le faire, que la situation était trop dramatique dans l'avancée de l'Iran sur son programme nucléaire pour attendre. On est avec Siavosh Ghazi, vous êtes notre journaliste en Iran. Racontez-nous ce qui s'est passé donc ces dernières heures, comment vous l'avez vécu, racontez-nous. Alors, les premières informations qui ont commencé à circuler, c'était des frappes à Téhéran. De nombreuses vidéos prises par de simples habitants ont circulé sur les réseaux sociaux, donc dans la nuit, un peu après 3 heures du matin. Et ensuite, on a commencé à avoir des informations sur d'autres frappes, donc notamment contre le site d'enrichissement de Natanz, donc qui est le principal site d'enrichissement du pays, mais aussi des sites militaires, contre des sites militaires situés le long de la
la frontière avec l'Irak, donc une région plus proche d'Israël. Donc, d'où avaient été lancées, par exemple, les 2 attaques menées par l'Iran contre Israël il y a quelques mois. Donc, des sites militaires à Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran, ou à Ahvaz, dans le sud-ouest de l'Iran, ou d'autres villes donc au centre donc de la frontière avec l'Irak. Donc, et ensuite, on a appris donc de la mort du chef des gardiens de la Révolution, qui a été donc frappé à son domicile. Donc, ce qui signifie que les Israéliens avaient des informations précises sur le lieu de son habitation, tout comme par exemple 2 responsables des scientifiques nucléaires iraniens, notamment l'ancien chef du programme nucléaire, Feridun Abbasi, qui ont été visés à leur domicile dans un immeuble de 15 étages situé dans le nord de Téhéran. Donc, ça a été un choc pour nombre d'Iraniens. Personne ne s'attendait à une telle attaque, d'autant plus que des négociations doivent avoir lieu donc dimanche avec les États-Unis, et on ne sait pas si ces négociations sont maintenues ou pas. Et tout le monde disait que si jamais ces négociations allaient vers un échec, à ce moment-là, Israël pourra intervenir. Et donc, personne ne s'attendait à une attaque israélienne aujourd'hui et à une telle ampleur de frappe. Donc, l'armée israélienne qui a frappé de nombreux sites à Téhéran, mais aussi dans les villes de province. Merci beaucoup. Et des négociations, on le disait, entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien qui devaient se tenir donc ce dimanche. Jusqu'où vont aller les Israéliens dans cette attaque ? Tout n'est pas terminé, c'est ce qu'affirme en tout cas l'armée. On écoute l'ambassadeur israélien qui le confirme. Ce n'est pas terminé, mais ce n'est pas une guerre qui va prendre des semaines, disons. L'idée n'est pas de faire tomber le régime ou de mettre en danger le régime. L'idée est vraiment d'empêcher les Iraniens d'avoir ces capacités nucléaires militaires. Nous avons détruit une partie déjà du programme nucléaire iranien, comme vous n'en avez pas auparavant. Natanz, ça a été, en tout cas ce que disent les Iraniens eux-mêmes, c'est que Natanz a été détruit. Nous n'avons aucun problème avec le peuple iranien. Le peuple iranien est un peuple pacifique avec qui nous voulons vivre en paix. Général Pellistrandi, donc ça va durer, mais on ne va pas aller jusqu'à faire tomber le régime. Oui, tout à fait. Alors là, on est dans la phase d'analyse des dégâts. C'est-à-dire que, et il faut rappeler qu'il fait jour, et ça c'est extrêmement important, donc on va, les Israéliens, mais peut-être aussi avec l'appui des Américains, vont analyser en fait les résultats des frappes de cette nuit, donc site par site, et à partir de là, eh bien, soit il faut faire de nouvelles frappes, soit les frappes ont été suffisamment efficaces. Une chose est sûre, c'est qu'on maintient bien sûr la pression sur les Iraniens, mais au regard visiblement de ce qui s'est passé cette nuit, il y a eu une très grande efficacité. Maintenant, il faut savoir s'il reste en quelque sorte des cibles. Alors, ce sont des catalogues en quelque sorte, hein, où vous allez avoir toutes les cibles à frapper. Il se peut qu'il y ait de nouvelles frappes si des cibles n'ont pas encore été touchées. Avec quelle riposte l'armée israélienne parle déjà d'une centaine de drones iraniens qu'ils sont en train d'essayer d'intercepter. Ça peut aller jusqu'où ? Justement, c'est ça le problème des Iraniens, c'est qu'en fait, ils n'ont que 2 moyens pour essayer de répliquer. Ce sont les drones. On a vu d'ailleurs des images de ce drone, d'un drone. Alors, c'est ce fameux drone Shahed, les mêmes que les Iraniens exportent vers la Russie et qui sont utilisés contre les Ukrainiens. C'est très facile à intercepter. Et puis, par contre, c'est un peu plus compliqué. Ce sont les missiles balistiques. Donc, le missile balistique, sa caractéristique, c'est que voilà, c'est une fusée qui monte très haut. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais il ne faut pas oublier que les Israéliens disposent du dôme de fer, qui est extrêmement efficace. Et donc, de toute façon, les répliques iraniennes ne risquent pas de provoquer de très gros dégâts. Il peut toujours y en avoir, mais l'essentiel sera intercepté. La seule chose, c'est que Téhéran doit proclamer que la vengeance va être terrible pour que le régime conserve une certaine crédibilité à l'égard de son opinion publique. La communauté internationale craint que ce conflit ne se répande, une sorte de conflit massif au Moyen-Orient, et appelle globalement à la retenue. Julien Migaud-Muller nous rejoint. Julien, beaucoup de réactions ce matin qui tentent de calmer le jeu.
Oui, exactement. Première réaction, celle de l'Iran, évidemment, par la voix de l'ayatollah Khamenei, le guide de la révolution. Voici ce qu'il dit. Le régime sioniste, Israël, donc, a déchaîné sa main malfaisante et sanglante dans un crime contre l'Iran ce matin et a révélé sa nature infâme. Avec cette attaque sioniste, le régime sioniste s'est préparé un destin amer qu'il ne manquera pas de subir. Les forces armées iraniennes, elles, disent qu'elles n'auront pas de limite dans leur réponse à Israël. Réaction également de l'ennemi juré d'Israël, le Hamas. Dans un communiqué ce matin, le groupe terroriste dit que la vaste agression lancée par l'entité sioniste constitue, je cite, une escalade dangereuse qui menace de faire exploser la région. Réaction ce matin également de la France, vient le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Voici ce qu'il dit. Nous appelons toutes les parties à la retenue et à éviter toute escalade susceptible de compromettre la stabilité régionale. Nous réaffirmons le droit d'Israël à se défendre contre toute attaque. Donald Trump a également réagi ce matin, c'était sur Fox News, le président américain qui estime, je cite, que l'Iran ne peut avoir la bombe nucléaire. J'ai eu connaissance qu'Israël allait conduire des frappes en Iran, dit-il, c'est ce que nous rappelait Clémence Dibou à l'instant. J'espère toujours des négociations avec l'Iran après les frappes. Toujours du côté occidental, le Royaume-Uni qui dit les informations sur ces frappes sont préoccupantes. Nous exhortons les parties à faire un pas en arrière et à réduire d'urgence les tensions. Ça, ce sont les mots du Premier ministre britannique. Et puis enfin, inquiétude également du côté de la Chine via l'un des porte-paroles du ministère chinois des Affaires étrangères qui dénonce, je cite, une violation de la souveraineté iranienne. La Chine, dit-il, est très préoccupée par l'attaque israélienne contre l'Iran. Elle est profondément inquiète des graves conséquences que cette initiative pourrait entraîner. Merci beaucoup Julien. Les États-Unis, alliés historiques d'Israël, qui affirment qu'ils ne sont pas impliqués, mais qu'ils étaient au courant depuis quelques jours. Je vous vois sourire. Général Pellistrandi, vous y croyez ou pas tant que ça? Alors, en fait, à partir on connaît la relation très étroite qui existe entre les États-Unis et Israël. D'abord, il faut voir que les avions qui ont été employés cette nuit, donc des F-15, des F-16 et des F-35, sont des avions américains. Bon, donc même si les Américains n'ont pas été directement impliqués dans cette opération, il faut bien aussi rappeler qu'il y a énormément d'échanges de renseignements. Donc, mais ça, je veux dire, depuis des années, voire des décennies. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, le territoire iranien, il est connu pratiquement au centimètre près par les moyens de renseignement américains dont bénéficie Israël. Voilà, donc il y a forcément une interaction entre les deux. Mais ça reste quand même un échec, Clémence Dibou, pour Donald Trump, non? Puisqu'il y a ces négociations dimanche, Israël qui coupe un peu l'herbe sous le pied de Donald Trump. Ça fait des mois qu'il y a une intensification des échanges de renseignements, que les États-Unis donnent des renseignements aux Israéliens, et ça fait des mois que, d'après des fuites dans la presse, notamment américaine, les Israéliens préparaient cette attaque massive que l'on voit en ce moment. Or, Donald Trump avait expliqué qu'il ne voulait pas qu'il y ait de réplique, puisqu'il y avait des négociations en cours, et donc il faut le lire comme ça. Quand les États-Unis, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a encore martelé dans un communiqué juste après l'attaque que les États-Unis étaient au courant, mais qu'ils n'y participent pas. Le timing n'est pas pour arranger Donald Trump, parce qu'il y a, dans les prochains jours, ça ne vous a pas échappé, le grand défilé militaire en même temps que l'anniversaire de Donald Trump. Peut-être qu'il se serait bien passé de cette attaque en cours. Donc, on peut imaginer qu'ils vont vouloir privilégier à continuer la négociation, mais Benjamin Netanyahou semble un peu en faire seulement à sa tête. D'ailleurs, il y a quand même une information intéressante. La première communication juste après cette frappe, ça a été Benjamin Netanyahou au mur des lamentations avec un psaume biblique qui a été annoncé en hébreu. Et donc ça, c'est évidemment pour sa frange d'extrême droite de son gouvernement. Merci beaucoup. Merci à tous les trois et merci également à notre invité Manas Shirali, spécialiste de l'Iran. Merci à tous. On marque une très très courte pause. On se retrouve dans un instant avec cette première nuit en prison pour l'adolescent de 14 ans qui a tué une surveillante devant le collège mardi dernier. Et puis toujours beaucoup de questions. Appel crash d'un avion reliant l'Inde au Royaume-Uni. Le pilote de ligne Charles Leclerc sera notre invité. À tout de suite.